m'appelle donc Robert Jeanne et je suis né en 1932. J'ai fait mes études d'architecte parallèlement à l'étude du saxophone. Enfin, l'étude, c'est-à-dire que je suis autodidacte et j'ai appris le saxophone donc par moi-même et aussi en fréquentant un fameux trio de Liège à l'époque, dans les années, tout au début des années 50, le fameux trio, donc Pelzer, Jaspar, Thomas, avec qui j'ai fait connaissance, car la première fois que je les ai vus, c'était à cette fameuse laiterie d'Hambourg, où il y avait des concerts tous les dimanches. Et là, il y avait donc, l'orchestre était composé de Pelzer, Thomas, Jaspar, Léo Fléché au piano, Joa à la batterie, Georges Leclerc à la basse. Venaient s'ajouter à ça de temps en temps des invités comme Francis Bolland, Roger Hasselberg, un baryton anversois. Et il y avait aussi Jay Cameron, un alto américain. Et oui, j'ai cité Francis Bolland, qui jouait à cette époque-là de la trompette aussi. Bon, alors j'ai fait donc leur connaissance et je les ai suivis partout. Mais enfin, j'allais surtout chez René Thomas, car il habitait pas loin de chez moi, à Grivenier, à ce temps-là. Et voilà, il me montrait des trucs. Et puis alors, un beau jour, j'ai pu jouer avec lui. Et voilà, de fil en aiguille, je suis devenu un peu plus saxophoniste et tout en exerçant mon métier d'architecte parallèlement. Et maintenant, disons que, étant pensionné depuis déjà quelques années, je peux me consacrer beaucoup plus à la musique qu'avant. Oui, j'ai été intéressé par la musique classique. Hier, j'allais au conservatoire avec ma mère. Et à ce propos-là, je me rappelle bien avoir vu à l'époque un violoniste liégeois, Marcel Debeau, je retenu son nom, qui avait joué un concerto de Beethoven que j'avais aimé parce que moi j'aime bien la mélodie. Et je trouvais que ce concerto-là était formidable.
Donc, autodidacte, pour revenir à ça, au début, j'ai vraiment fait ça tout seul. C'est-à-dire que j'ai été intéressé aussi par la musique, par la musique classique. Mon père jouait du violon, hein, et mes tantes, à ce moment-là, les bourgeois jouaient tous des instruments, puisqu'il n'y avait pas de TV et peut-être encore moins de radio non plus. Et ils se réunissaient et ils jouaient. Mais bon, j'écoutais ça me plaisait, mais ça ne me faisait pas grand-chose. Et alors, un jour, j'ai entendu, quand j'ai été étudiant au début d'architecture, j'ai entendu Parker à la radio, qui jouait Coco. Et j'ai acheté, ça m'a vraiment troublé. Je me dis, quelle musique, quel son, quelle ambiance, enfin. Et alors, je me suis procuré un disque, c'est un 78 tours, que j'ai toujours d'ailleurs. Et alors après, est venu, et alors je me suis dit, je vais acheter un saxophone. Je vais essayer et voir ce que c'est. Et comme c'était juste à la fin de la guerre, donc mon père n'étant pas très argenté, il me dit, bah, écoute, il ne jouait plus, si tu veux, revends mon violon, hein, et tu pourras t'acheter un saxophone. C'est ce que j'ai fait ici rue Saint-Paul, je l'ai échangé, son violon, contre un saxophone, mais un alto, nickelé, un chose d'un instrument de fanfare, sans doute avec... Enfin, il était vraiment mauvais, mais j'ai quand même... Alors je suis rentré et j'ai commencé à jouer. Et alors, à l'académie où j'étais en architecture, il y avait un type qui s'appelait Hubert Châtelain, pianiste avec qui j'ai joué après, et qui m'a dit, mais tu sais, il y a des méthodes, hein, pour jouer les saxophones. Achète un livre, tu vas voir où il faut mettre ses doigts. Alors j'ai acheté le livre et j'ai vu, tiens, oui, là, la gamme se fait comme ça. Et ce n'est qu'après que j'ai alors rencontré Pelzer et compagnie. Et je me suis dit, je vais aller alors à un cours de solfège. Et je suis allé à un cours de solfège, place Saint-Lambert, avec un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Demoulin. Et j'ai un peu appris le solfège. J'ai commencé à apprendre le solfège. Seulement après ça, j'ai fini mes études. Et j'ai dû aller à l'armée, donc j'ai abandonné le solfège et je suis allé à l'armée. Ce n'est qu'après, je jouais donc par cœur, parce qu'il faut dire que quand je jouais avec Thomas et compagnie, il n'y avait aucune partition. Thomas ne savait pas lire la musique, il ne savait même pas les accords qu'il faisait. C'était un génie à l'état pur. Alors, je suis appelé par Jack Van Pol, un Hollandais, je prends des raccourcis ici, hein, pour aller jouer avec lui en quintette, et il me dit, ben on va jouer avec il y a un trompettiste américain qui s'appelle Charlie Green, qui habite à Maastricht, et va répéter avec lui, hein, et on se verra alors avec le reste de la rythmique après. Bon, je m'amène chez le fameux Charlie Green, c'était donc c'était en 68, quelque chose comme ça, et il me donne des partitions.
ça ne va pas. Et heureusement, j'avais prévu le coup, j'avais un enregistreur, une mini-cassette à l'époque, et j'ai enregistré le truc. Et puis là, je me suis dit, il faut que j'apprenne le solfège. Et j'avais donc à ce moment-là 40 ans, et je suis allé alors à l'académie, ici, l'académie Grétry, et j'ai fait 50 solfèges. Et bon, maintenant je lis, mais pas très bien, il faut l'avouer, pas très vite en tous les cas. Et voilà. Et alors j'ai travaillé sur les conseils de... Bon, j'ai fait des exercices, des gammes, des arpèges, que je fais toujours d'ailleurs, de temps en temps, pour s'entretenir. Et c'est comme ça que, en écoutant beaucoup, aller voir des concerts et tout, c'est comme ça que j'ai appris. C'était vraiment l'époque des amateurs, car il ne faut pas oublier que Bobby Jaspar, Jacques Pelzer et Thomas, au départ, c'était des amateurs. Bobby, il était étudiant, il a fait ses études d'ingénieur chimiste. Et quand il a appris la clarinette, je ne sais pas comment, mais je crois, à mon avis, beaucoup en autodidacte aussi. Et puis alors, Pelzer était pharmacien, et René Thomas, il aidait son père qui travaillait, qui livrait à Coqueril des maniques, c'est-à-dire des espèces de gants de toilette qui étaient composés par des couches de toile de jute, et qui servaient aux ouvriers de Coqueril à prendre des plaques d'acier pour ne pas s'abîmer les mains. Et alors il me disait toujours, tu vois, ça c'est bon pour les doigts pour jouer, parce que à la fin, donc son père est mort et c'est lui qui faisait ça. Et donc il coupait des machins comme ça, il les cousait avec une grosse machine à coudre, et puis il les retournait. Mais comme il y avait au moins trois couches au-dessus, 3 couches en dessous, tu te rends compte, pour retourner ça et faire passer les coins convenablement, tout ça, il disait, ça me renforce les doigts. Je peux dire que je suis une espèce en voie de disparition, parce que maintenant c'est terminé. Des types comme moi qui avaient un métier, il y avait Richard Rousselet aussi qui était dans l'enseignement. Félix Imten au début était directeur de cinéma, enfin ses parents avaient des cinémas et lui au fond ne faisait pas grand-chose. Mais il travaillait pas, il travaillait sa batterie. Et alors, voilà, mais maintenant tous les jeunes vont au conservatoire et ils étudient ça à partir de 5-6 ans, et voilà.
moi, alors, quand j'ai commencé, j'ai joué, il y avait le Charlemagne. C'est un immeuble qui a été détruit maintenant où il y a un quick au coin de la rue qui va à la place Saint-Lambert et il y a un bâtiment de la province. Et il y avait là un restaurant, hôtel, il s'appelait le Charlemagne. Et au premier étage, il y a d'ailleurs des photos. Il y avait beaucoup de jam sessions. Il y avait aussi sur place de la République française un petit café qui s'appelait le Sandeman, qui est tenu par un Italien. Et c'est d'ailleurs là que j'ai mangé mes premiers spaghettis. Je ne connaissais pas ça. Et jouait là Maurice Simon. Et de temps en temps, Bobby Jasper allait jouer avec lui. Et Georges Leclerc jouait souvent aussi avec lui là-bas. Et si le patron était de bonne humeur, on pouvait un peu aller jouer 2-3 morceaux. Plus tard, il y a eu le Jazzin, par exemple, hein, dans la rue Tête de Bœuf. Ça a été un endroit très célèbre, le Jazzin et les Skinheads après. Mais c'est plus tard, ça. Hein. Et encore, c'était des cafés où de temps en temps on allait jouer, quoi. Hein. C'était pas des clubs de jazz. D'ailleurs, je ne sais pas, au point de vue rémunération, c'était rien du tout. Hein. On allait jouer là, comme ça, pour... C'est tout juste, à cette époque-là, on ne payait pas pour jouer. Et alors, j'ai eu une interruption. J'ai abandonné la musique pendant 3 ans parce que c'est juste à l'époque où a commencé le free jazz. René Thomas est parti au Canada et Bobby était déjà parti depuis longtemps. Et je ne sais pas, ici, il n'y avait plus rien pour jouer à Liège. J'ai été un peu dégoûté, j'ai abandonné. Et j'ai repris 3 ou 4 ans après, parce que j'avais rencontré le Russe et Robert Graham ici, en ville, et qui me disaient pourquoi tu ne joues plus? Ben, c'est fini. En plus, je ne jouerai plus, je n'ai plus de saxophone, j'avais revendu mes saxophones. Ben viens, alors le Russe me dit, ben viens samedi chez moi. On va un peu jouer et mon frère a un saxophone et il va te le prêter. Et je suis arrivé là, j'ai repris le saxophone et j'ai rejoué. Et à ce moment-là...
dans les années 70, j'ai rencontré, donc déjà avec Jack Van Pol, ça a commencé, dont j'ai parlé tantôt. C'était donc vers... il est arrivé le phénomène du jazz rock. Hein? Donc c'est du jazz avec un rythme binaire un peu. Et après, donc on a joué, là on est allé même à Prague, hein, on a passé le rideau de fer, hein, tout un programme. Et ça n'allait pas mal. Et puis alors, c'est lui qui a arrêté tout à un moment donné. Il en avait marre ou il voulait faire d'autres choses. Et puis alors, juste après, j'ai eu la chance de jouer avec Solis Lacus, alors un groupe qui avait été formé par Michel Eyre et Richard Housselet. Et c'est d'ailleurs avec eux que j'ai fait mon premier disque. Et là, donc, c'était du jazz rock. Mais enfin, c'était quand même fort... c'était plus jazz que ce qu'on entend maintenant par rapport au jazz, c'était fort près du jazz. C'était un peu le rythme qui change, quoi, et le genre de composition, mais j'ai bien su m'adapter à ce style-là. Et après, je suis revenu dans mon style bebop qui ne m'a jamais quitté. J'ai enregistré 3 albums à mon nom, mais composé, j'ai peut-être 6-7 morceaux que j'ai composés, pas plus. Les autres, ce sont des reprises de standards ou bien de musiciens comme Michel Eyre, par exemple, qui m'a fait 2 morceaux. Mimi Verderam, enfin d'autres. Je reprends des compositeurs belges aussi. Et tout ce qui me plaît, moi, comme je suis sans prétention, j'entends de belle musique, mais j'ai envie de la jouer, quoi. Je suis quand même un musicien limité. Mais oui, c'est-à-dire que j'ai un problème de lecture. Premièrement, puisque je ne suis pas un grand lecteur. Et donc, j'ai raté beaucoup d'occasions. Par exemple, c'était un exemple, un big band a besoin, tout d'un coup, ce qui arrive souvent, il y a un type qui ne sait pas venir, on demande un remplaçant. Ben, ce gars-là doit arriver, hop, il va lire les partitions, comme toi tu lis le journal. Et en plus, ben, ça je ne sais pas faire. Donc, mais voilà déjà une option que je n'aurais pas pu faire. Ou bien avec d'autres groupes, où on arrive, il faut en une après-midi assimiler 10-12 morceaux, donc là il faut être un parfait lecteur et tout, et ça je n'aurais pas pu le faire. Donc moi il faut qu'un morceau, je le travaille, que je l'écoute, que je l'assimile, enfin, et je joue alors, je lis, je joue avec des partitions, mais je joue mettons 80% par cœur. Donc si je n'ai pas ce temps-là, ça ne va pas. Donc les remplacements, les choses rapides, tout ce qui se passe maintenant, ça, j'aurais été incapable. En réalité, l'architecture, j'ai beaucoup aimé, j'aimais bien, j'ai travaillé avec toute mon énergie et je n'aurais pas voulu... je ne crois pas que... Je me suis déjà dit, est-ce que tu n'aurais pas été musicien? Je ne saurais pas dire, Parce que j'ai vu tellement de malheurs et de déboires d'autres musiciens que, au fond, moi, je joue ce que j'ai envie, ce que j'aime bien. Si on m'appelle, si de temps en temps je vais jouer dans mais tu sais pas, moi, pour un mariage ou une animation d'un cocktail ou des trucs comme ça, je joue exactement ce que j'aime bien faire. Je ne vais pas aller jouer la danse des canards ou un machin comme ça, tu vois. Donc, j'ai le beau rôle.
C'est un musicien formidable, hein, Stan Getz. C'est vraiment un musicien, quoi. Dans le plus noble sens du terme. Ben voilà un type qui a tout. Hein. Il a le son, il a le swing, il a la technique. Hein, quand tu entends des machins comme Jazz à Storyville avec Jimmy Reilly, hein, Parker 51, tout ça qui était fait en 51, il faut entendre. Il n'y a pas encore maintenant de saxophonistes comme ça, c'est rare. Je l'ai vu en 82 alors, je crois, ou fin 80, je ne saurais plus dire, à La Haye. Et il passait et je lui ai serré la main en me félicitant. C'est le seul contact que j'ai jamais eu avec lui. Sauf quand même une fois, c'est vrai, il faut le rappeler, il jouait en Hollande avec René Thomas, Eddie Louis et Bernard Lubat. Et ça c'était en 71, parce que je venais d'acheter un appareil photo et j'ai pris des photos d'eux là, et après je lui ai demandé il n'avait pas l'air de trop bonne humeur, mais enfin il a quand même bien voulu poser et j'ai raté la photo, cette photo-là. J'ai joué à Comblain en 66, je crois. Et il y avait eu tellement de retard que les vedettes, eux, passaient à l'heure. Hein. Alors on faisait sauter. Et puis alors est arrivé Stan Getz, qui jouait pour la Gary Burton et Royens. Hein. Et je devais jouer alors juste après. Je dis non, je ne vais pas jouer après ça. Et je n'ai pas joué. J'ai été
été appelé pour jouer avec lui un peu avant le festival, un jour ou deux avant. Nicolas Dore m'a téléphoné, viens un peu parce que tu étais là, il voudrait bien un peu jouer. Et alors nous sommes allés avec, heureusement Félix et Léo étaient libres, et arrivé là-bas dans une salle, je ne saurais plus dire laquelle c'était pas très grand, mais enfin c'était quand même une salle avec une estrade, et Chet était là avec cette lunette noire, là, tout à fait amorphe, et enfin on me présente, alors il me dit, vous ne voulez pas me conduire à l'hôtel parce que j'ai oublié quelque chose. Et alors je l'ai conduit à l'hôtel, au Lucullus, là, et il a dit, attendez ici, et il est parti bien 20 minutes, une demi-heure presque. Alors quand il est revenu, il était en forme alors. Puis on a joué, mais je ne me rappelle plus ce qu'on a joué ou quoi. Et la seconde fois, c'était ici à Liège, où il y a le palace. Avant, il y avait deux dancing. Il y avait l'Éden et il y avait derrière le Beaulieu, qui donnait plutôt vers la place Saint-Paul. Et un soir, j'étais en ville et on me dit il y a Chet qui est là. Mais ça, je ne saurais plus dire l'année. Enfin, c'était là, quand il était à Comblain. Viens un peu jouer avec. Ben, je n'ai pas mon saxophone. Et alors, il y a un type qui est allé rechercher mon saxophone, c'est moi, et on a joué. J'ai d'ailleurs une photo là, au Beaulieu, avec Georges Leclerc à la basse. Et il y avait Chet, évidemment. Et le batteur, c'était Félix. Et le pianiste, c'était une pianiste noire qui jouait, qui était donc engagée, ou qui chantait sans doute, qui avait, tu verras sur le photo, avec une robe de soirée blanche et tout ça, et qui jouait du piano, mais je ne me souviens plus comment elle jouait ou quoi. Et pour en finir avec Chet, la troisième fois que j'ai joué avec lui, c'était au club que Jean-Marie Acquis avait fait ici dans les années 80 ou fin des années 70, je ne sais plus, au Jazzland, en Outremeuse. Chet allait jouer avec Jacques Pelzer et il y avait Cameron Brown et un pianiste qui jouait souvent avec un Américain, je ne me souviens plus son nom. Et j'étais là pour écouter. Et Pelzer n'arrivait pas, et alors voilà, Chet qui me dit allez chercher, avez-vous votre saxophone? Je dis non, je n'ai pas. Ben allez le chercher. Et je n'habitais pas loin, j'habitais quai de la Beauvrie, je crois, à cette époque-là. J'avais vite recherché mon saxophone, et puis alors j'ai joué avec lui. Mais Chet, il ne dit même pas comment on joue. Hein. En avant, 1, 2, 3, hop. Et moi, il jouait le standard que je connais assez bien. J'ai pu jouer mais j'ai joué peut-être 3 morceaux avec. Et puis Jacques est arrivé, alors je suis parti. Les 10 dernières années, le jazz a beaucoup évolué dans ce sens que toutes les autres musiques se sont un peu appropriées, c'est-à-dire la musique du monde, là, il y a principalement ça. On joue maintenant un groupe de jazz qui a du succès, il y a soit un luth, soit des instruments un peu soit africains ou indiens ou bretons, je ne sais pas, les cornemuses et compagnie. Donc tout ça fait un melting pot et je vois bien que la tendance c'est une musique ouverte à tout, qui se transforme. Oui, je veux bien, mais bon, c'est ça l'évolution. Regardez dans les programmes,
il y a des tas de trucs. Je vais à cours de classique, je fais du classement à la maison du jazz. Là. J'ai vu que Octurne, un groupe de jazz déjà très avancé, eh bien, il vient de faire un disque et il va jouer avec des musiciens tibétains, avec des comment ça s'appelle ça, des cornes, genre voilà. Voilà où le jazz va. Mais parallèlement, maintenant, comme il y a toujours du Dixieland aussi, maintenant, c'est ça que je crois que les gens ont trop difficile un peu de s'y retrouver, parce qu'actuellement, on peut entendre soit du Dixieland, du blues d'abord, qui était encore avant, hein, du Dixieland, du bebop, il y en a peut-être qui jouent encore du jazz rock, et puis alors toutes ces musiques-là étranges, et puis voire électroniques, alors hein, à fond. Alors que le vrai jazz a évolué. Voilà, par exemple, j'ai fait la connaissance il n'y a pas tellement de temps de Rick Margizza, un saxophoniste, et voilà un type qui joue du jazz, mais très très moderne. Mais je le comprends ce qu'il fait, hein. Je ne saurais pas le faire parce que c'est un saxophoniste extraordinaire, un musicien exceptionnel. Mais ça, pour moi, c'est ça la modernité du jazz. Ce n'est pas de jouer avec un luth, hein, ou un tromblon des montagnes, quoi. Hein.